Bonjour à tous, allez un dernier petit effort et vous aurez fini de compléter votre cours. C'est normal que ça puisse vous paraître un petit peu plus difficile quand vous n'êtes pas en classe, vous ne pouvez pas poser de questions, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon on va d'abord finir le cours ensemble, je reviendrai sur certains points que vous aviez étudiés, puis surtout on va faire des exercices, des applications, donc on va refaire toutes ces démonstrations-là. Alors, on va pas aller jusqu'au bout du cours, hein, il y a quand même des démonstrations à la fin que je voudrais faire avec vous. Mais simplement là, je voudrais qu'on continue à réutiliser ce qu'on a déjà vu dans les premiers chapitres de mécanique, et notamment la deuxième loi de Newton. Alors, en fait, les lois de Newton, là, qu'on a appelées première, deuxième, troisième loi, elles sont précédées d'une loi qu'on appelle souvent la loi zéro, parce que c'est une loi fondamentale en physique. C'est une loi universelle et c'est plutôt rare en fait. Il y a assez peu de lois qui sont valables tout le temps en physique. Normalement, il y a toujours des hypothèses à vérifier, des domaines de validité bien précis. Pensez à ce qu'on a fait en début d'année sur la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, ça marchait pour des solutions pas trop concentrées. Pareil pour la loi de Colange, ça marche pas tout le temps. Ben là, la loi 0 de Newton, qui est en fait ici la loi de gravitation universelle, eh ben, elle est toujours valable. En fait, entre tous les corps, on peut écrire la loi de gravitation universelle. Bon, vous la connaissez déjà, on commence à la voir au collège normalement, vous l'avez revue en seconde, en première. Elle a été énoncée un petit peu après les lois de Kepler, un peu après aussi certaines des observations de Galilée. Et je vous ai déjà expliqué que l'apport énorme de Newton, c'est que lui, il a expliqué grâce à ses lois pourquoi les mouvements étaient ceux qu'on observait. Donc les lois de Kepler, les observations de Galilée, tout ça c'est des choses qui sont empiriques. Leurs observations sont très précises, de très grande qualité, mais Kepler et Galilée n'étaient pas capables d'expliquer pourquoi ce qu'ils observaient était tel qu'ils observaient. Newton est le premier à modéliser, c'est-à-dire à construire des modèles assez simples que l'on puisse utiliser pour décrire la réalité. Et donc, on va refaire la démarche que Newton a utilisée. Alors avant ça, je vous redonne la loi de gravitation universelle. Alors on va peut-être déjà l'illustrer sur le schéma qui est en dessous. Donc je considère deux objets A et B, ont chacun une masse. Notez MA et MB, là vous les retrouvez dans la formule du dessus. Et puis les centres de masse de ces deux objets, A et B, sont séparés par une distance petit r. Bon, vous savez que A et B exercent mutuellement, réciproquement l'un sur l'autre, des forces d'attraction gravitationnelle qui les attirent l'un vers l'autre. Alors vous les avez déjà représentées en seconde ou en première, comme je disais tout à l'heure. Donc chacune des deux forces là, est représentée par un vecteur en rouge. La direction des deux forces, c'est la même pour les deux forces, c'est la droite en pointillé qui relie les centres de masse des deux points A et B. Les valeurs sont les mêmes et seuls les sens sont opposés. Alors on va déjà parler de la valeur, donc quand je parle de la valeur des forces, je ne mets pas de petite flèche au-dessus, vous vous rappelez, comme pour les vitesses, confondez pas le vecteur avec sa valeur qui renferme quand même beaucoup moins d'informations. Donc je pense que vous vous souvenez d'avoir vu dans les années précédentes, les deux forces donc, sont de valeur égale, la force que A exerce sur B est égale à la force que B exerce sur A, et l'expression littérale c'est grand G, la constante de gravitation universelle, fois le produit des masses, et fois la distance entre les deux objets, R, au carré. N'oubliez pas le carré. Alors, pour les significations et puis les unités. Donc G, ça s'appelle la constante de gravitation universelle. Sa valeur est ici. Vous ne la prenez pas, ni son unité, parce que ce sera toujours donné. Bon, là, vous l'avez si vous en avez besoin dans un exercice, mais je vous la donne ici. Les deux masses, il faut qu'elles soient en kilogrammes. On peut avoir des tonnes, par exemple, pour des masses de planètes. Et les deux distances R, donc entre les centres des corps, doivent être en mètres. Faites attention, parfois, pour l'attraction entre une planète et le Soleil, par exemple, on vous donne les distances de surface à surface. Et dans ce cas-là, il faudra penser à rajouter les rayons des planètes ou de l'astre en question. Donc ça, ce que je viens d'écrire, c'est ce que vous avez vu dans les années précédentes, avec notamment les deux forces de sens opposé. Donc là, la force que B exerce sur A. Si elle exerçait sur A, elle part bien du point A. Et elle attire A vers B, d'où le sens de cette force-là. Et l'autre, donc de sens opposé, c'est celle que A exerce sur B, donc elle part bien du point B. Bon, je pense que vous n'aviez pas forcément donné d'expression vectorielle. Vous étiez arrêté à l'expression de la valeur de la force. Donc là, j'ai bien que des valeurs. On appelle ça aussi des scalaires. Pour ceux qui sont en spécialité mathématique, vous emploierez ce terme-là. Pour les autres, ça n'a pas d'importance. Retenez ce terme de vocabulaire-là simplement. Bon, moi, je vais aller un petit peu plus loin cette année. Moi, en fait, je voudrais donner une expression vectorielle. Donc maintenant, là, quand je parle des deux vecteurs, le vecteur force que A exerce sur B et celui que B exerce sur A. Donc je mets des flèches déjà au-dessus, si je parle des vecteurs. Ensuite, le vecteur force de A sur B, on l'a bien vu sur le schéma, il est opposé. Donc le vecteur de la force de A sur B, c'est l'opposé de la force que B exerce sur A. Donc il y a un signe moins ici.
S'il n'apparaît pas bien sur le livret de cours que je vous ai passé, parce que parfois à l'impression ça ressort pas bien, écrivez-le bien clairement ici. Bon, donc déjà là, le signe moins traduit le fait que les deux vecteurs sont de sens opposés. Alors que quand je parlais des valeurs ici en dessous, je ne dois pas mettre de moins. Une valeur de force, ça ne peut pas être négatif, ça ne veut rien dire. Si je dis qu'une force fait moins 150 newtons, ça n'a aucun sens. Ce serait comme une valeur de vitesse négative, il y aurait forcément quelque chose d'incohérent et une erreur. Bon donc, pour les vecteurs, le moins traduit le sens opposé. Maintenant, je prends uniquement le vecteur force que A exerce sur B, celui-là ici. Le problème, c'est que quand je vais écrire sa valeur, si je reprends juste l'expression littérale ici, G fois la masse de A fois la masse de B sur R au carré, sans mettre le petit vecteur U à côté, j'écris que à gauche j'ai un vecteur égal à une valeur numérique. C'est pas possible, il me faut aussi un vecteur. Donc sur mes schémas, je vais rajouter un vecteur unitaire, c'est pour ça que je le note U. Bon, on en a déjà vu des vecteurs unitaires, hein. IJK pour les vecteurs unitaires, c'est-à-dire de norme 1 qu'on a sur les axes OX, OY, OZ quand on est en coordonnées cartésiennes. Et on a aussi vu UN et UT qui vont bientôt faire leur retour là, quand on travaillait sur le repère de Freinet. Alors là, en fait, sur mon schéma, UA de A vers B, alors il a la même direction que la droite en pointillé qui relie les points A et B, et son sens, c'est de A vers B. Donc il est bien dans le sens qui est indiqué ici. Donc vous voyez que du coup, quand je vais exprimer la force que A exerce sur B, en fait cette force-là, elle est de sens opposé à UAB. C'est pour ça qu'ici, donc je reprends l'expression littérale de la force, je l'exprime en fonction de UAB, enfin selon ce vecteur-là. Ça ne changera pas la valeur, puisque la norme de ce vecteur-là, c'est 1. Ça ne change pas la valeur de l'ensemble. Par contre, si j'avais pas mis le moins ici, ça voulait dire que la force de A sur B, le vecteur force, avait le même sens que U à B, ce qui n'est pas le cas sur mon schéma. Donc j'ai mis un signe moins. Si j'avais voulu exprimer le vecteur force de B sur A, donc juste celui-là tout seul, j'aurais pris l'expression littérale ici, avec ce même vecteur-là, mais j'aurais enlevé le signe moins, parce que là, la force de B sur A, elle est bien dans le même sens que le vecteur U à B. Bon, donc ça, il faut être capable de le faire. Hein. Faire un schéma, représenter les vecteurs force, et puis faire attention aussi, quand on fait intervenir un vecteur unitaire, vous verrez dans les exercices, parfois le vecteur unitaire est imposé dans les exercices, ou bien c'est à vous de le rajouter. Donc si vous ne parlez que des valeurs, vous voulez juste la valeur de la force, on n'a pas besoin de vecteur unitaire. Par contre, si l'expression c'est donné, si la question, pardon, c'est donner l'expression vectorielle des vecteurs force, il faut ajouter des vecteurs unitaires comme ça. Je vous propose d'arrêter là la vidéo pour faire une pause. Non, alors je sais que vous n'allez pas le prendre comme une pause, mais en fait, pour faire un petit peu autre chose, pour vous entraîner, vous devez faire l'exercice 2, page 270, justement, qui utilise ces formules-là. Donc, je vous laisse faire cet exercice-là. Quand vous l'avez fait, vous revenez à la dernière vidéo, où on voit juste la suite du cours. Allez, rendez-vous après votre exercice. À bientôt.